Le 4 juillet 1946, 11 surveillantes du camp de Stutthof furent conduites à la potence. L'exécution était publique. Des milliers de personnes observaient en silence comment les cordes se tendaient et les corps tombaient. Il n'y eut pas de cérémonie, seulement une punition immédiate et visible. Ces femmes avaient été des participantes actives du système de terreur. Elles n'étaient pas des figures de commandement, mais elles appliquaient les ordres avec une précision brutale. Elles étaient dans les baraquements, dans les marches, au quotidien de l'extermination. Leur destin s'est scellé dans le même pays où elles avaient exercé leur pouvoir contre des prisonniers sans défense. Et la fin a été aussi impitoyable que l'avait été leur service. Qui étaient vraiment ces femmes? Comment sont-elles passées de gardiennes anonymes à condamnées devant une foule? Étaient-elles de simples exécutantes d'ordre ou des complices conscientes de la machine de mort? Stutthof, le camp des condamnés. Le 1er septembre 1939, les forces armées allemandes ont traversé la frontière de la Pologne. Un jour plus tard, le premier camp de concentration créé en dehors des frontières du Reich pendant la guerre a été établi dans la région de Danzig. Il a été appelé Stutthof et son emplacement répondait à des critères de logistique et de contrôle. Situé à plusieurs dizaines de kilomètres à l'est de Danzig, dans un terrain boisé et marécageux, proche de la mer Baltique, de la baie de Gdansk et du delta du fleuve Vistule, le site garantissait la discrétion et permettait un accès rapide par terre et mer. À ses débuts, Stutthof fonctionnait comme centre de détention sous l'autorité de la police de Danzig. Les listes noires élaborées avant l'invasion identifiaient des intellectuels, des leaders politiques et religieux, des figures culturelles et des représentants communautaires. Ce furent eux les premiers déportés. Le camp était alors composé de quelques baraquements en bois entourés de barbelés. Les premiers prisonniers arrivèrent dans les jours suivant l'occupation et durent ériger de nouvelles installations sous surveillance armée. À la fin de cette même année, plusieurs milliers de personnes étaient déjà passées par le lieu. Le travail forcé s'est immédiatement établi comme méthode d'exploitation. La journée s'étendait de l'aube au crépuscule dans des conditions conçues pour épuiser physiquement les prisonniers. La violence s'est également manifestée par des exécutions collectives organisées dans les forêts voisines. Pendant l'hiver de 1939 à 1940, des prisonniers ont été obligés de creuser des fosses destinées aux malades mentaux, transférés depuis des hôpitaux de la région. Des milliers de personnes y ont été assassinées d'une balle dans la nuque, y compris les internés qui avaient creusé les tranchées. En novembre 1941, l'administration passa aux mains de la police de sécurité dirigée par Reinhard Heydrich. Le lieu fut désigné comme camp de rééducation par le travail, un euphémisme pour décrire des punitions exemplaires. Peu après, en janvier 1942, Heinrich Himmler visita les installations et ordonna son intégration au système de camps de concentration des SS. La transformation fut immédiate. On construisit un crématoire et, en 1943, une chambre à gaz. Au cours des années suivantes, de nouvelles baraques furent édifiées entourées de tours de surveillance et de barbelés électrifiés. Le camp devint un centre de travail forcé lié à l'économie de guerre. Des entreprises privées ont bénéficié de la main-d'œuvre esclave. À l'intérieur du camp lui-même se sont installés des ateliers de confection, des cordonneries, des menuiseries et de petites usines. Des uniformes, des chaussures et des composants destinés à l'industrie militaire y étaient produits. L'exploitation du travail coexistait avec l'élimination de ceux qui étaient considérés comme inutiles pour travailler. Le nombre de déportés à Stutthof a dépassé la centaine de milliers. Parmi eux se trouvaient des Polonais, des Juifs de différents pays européens, des prisonniers de guerre soviétiques, des opposants politiques, des religieux et des citoyens des territoires occupés. En été 1944, des contingents évacués d'autres camps sont arrivés, y compris des milliers de femmes provenant de Birkenau. Au cours des derniers mois de la guerre, des dizaines de milliers de femmes juives ont été transférées à Stutthof et ses sous-camps. L'alimentation était insuffisante. Les rations consistaient en du pain de mauvaise qualité, des soupes diluées et de petites quantités de margarine ou de café d'orge. L'apport calorique était très en dessous de ce qui était nécessaire pour survivre à la charge de travail. La faim est devenue un facteur constant d'affaiblissement. Les épidémies ont aggravé la situation. Une épidémie de typhus en hiver de 1942 a causé de nombreuses morts.
Une autre en 1944 a de nouveau décimé la population interne. Le manque d'hygiène, le surpeuplement et la précarité des services médicaux ont facilité la propagation des maladies. Les autorités du camp ont profité des épidémies comme prétexte pour sélectionner les malades et les faibles, les envoyant au crématoire ou à la chambre à gaz. Les méthodes d'extermination comprenaient des fusillades, des injections de phénol, des pendaisons et l'utilisation de Zyklone B dans la chambre à gaz. Entre 1944 et l'évacuation finale, plusieurs milliers de personnes ont été tuées par cette procédure. L'élimination touchait aussi bien les Juifs que les Polonais considérés comme incapables de répondre aux exigences du travail. Stutów s'est étendu en un réseau de plus de 100 sous-camps situés dans la région de la Baltique et le nord de la Pologne. Dans ceux-ci, les prisonniers ont été exploités dans des usines, l'agriculture et la construction. Cette structure dispersée fournissait de la main-d'œuvre à diverses industries et rendait plus difficile toute tentative de fuite massive. On estime que plus de 60 000 personnes sont mortes à Stutów et dans ces sous-camps. Les causes incluaient les exécutions, les épidémies, la famine, l'épuisement et les soi-disant marches d'évacuation. En janvier 1945, des dizaines de milliers de prisonniers ont été contraints de quitter le camp à pied dans des conditions extrêmes, ce qui a entraîné de nouveaux décès en grand nombre. L'administration était sous le contrôle direct des SS. Tout au long de la guerre, plus de 2000 membres du personnel, y compris des officiers, des gardes et du personnel administratif, sont passés par Stutów. À partir de 1943, la pénurie d'hommes disponibles a conduit au recrutement de femmes gardiennes. Plus d'une centaine ont exercé des fonctions de surveillance, de comptage, de punition et de sélection. Leur présence a augmenté avec la création de sous-camps féminins où des prisonnières juives étaient concentrées. Les gardiennes recevaient un entraînement spécifique en techniques de contrôle, violence physique et méthodes d'humiliation. Beaucoup étaient très jeunes, certaines à peine âgées de 20 ans. Mais elles exerçaient une autorité totale sur les prisonnières et les prisonniers. Plusieurs ont atteint des positions de commandement au sein de la hiérarchie, avec la capacité de décider des destins individuels lors de sélections routinières. La brutalité n'était pas un phénomène isolé, mais faisait partie d'une formation institutionnalisée. La documentation après-guerre a enregistré son implication dans des passages à tabac, torture et exécution. Ces crimes ont été investigués dans des processus judiciaires qui ont apporté des preuves détaillées sur l'ampleur de la violence exercée à Stutów. Le camp, qui a commencé comme un centre improvisé dans les premiers jours de la guerre, s'est transformé en un rouage consolidé au sein du système de répression et d'exploitation du Troisième Reich. Son évolution, depuis des installations précaires jusqu'à un complexe avec un crématoire, une chambre à gaz et un réseau de sous-camps, illustre le processus d'institutionnalisation de la violence nazie. Mais à l'approche de la fin du conflit, les événements qui ont entouré l'évacuation de Stutów et la dispersion de ses prisonniers montreraient une nouvelle phase de brutalité qui restait encore à se développer. Jenny Wanda Bachmann, le beau visage de la cruauté. Jenny Wanda Bachmann est née à Hambourg le 30 mai 1922. Son enfance s'est déroulée dans un environnement urbain caractéristique d'une ville portuaire, soumise aux changements sociaux et économiques des années 20 et 30. Les informations sur ses premières années sont rares. Certaines sources indiquent qu'elle venait d'une famille aux revenus modestes, tandis que d'autres suggèrent une stabilité relative, sans luxe ni privation grave. Ce qui apparaît de manière récurrente dans les documents, c'est l'attention suscitée par son apparence physique. Très jeune, elle a été considérée comme attirante, avec des traits fins et des cheveux blonds. Et sa présence a été enregistrée à la fois dans les témoignages de survivants et dans les rapports élaborés après la guerre. Pendant l'adolescence, elle a manifesté un intérêt pour se consacrer au mannequinat ou à des professions liées à l'esthétique. Bien qu'il n'y ait pas de preuve qu'elle ait exercé dans ce domaine, ses aspirations reflétaient une préoccupation constante pour l'apparence personnelle. L'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933 a coïncidé avec son enfance et la propagande nationale-socialiste, omniprésente à l'école et dans la rue, a façonné l'environnement dans lequel elle a grandi. Il n'existe pas de preuves documentaires de son passage par la Bund Deutscher Mädel, mais étant donné le caractère obligatoire de l'organisation pour les jeunes Allemandes à partir de 1939,
Il est probable qu'elle ait participé à ces activités. Au cours de l'été 1944, à l'âge de 21 ans, elle est entrée comme gardienne dans le système de camps de concentration. Elle a été affectée à Stutthof à un moment où le complexe connaissait une expansion accélérée en raison de l'arrivée de milliers de femmes et d'enfants juifs des ghettos et camps intermédiaires de Pologne, de Lituanie et de Lettonie. Le manque de personnel masculin, dû au front de l'Est, a conduit la SS à recruter des femmes jeunes et inexpérimentées, formées lors de cours brefs, incluant les normes disciplinaires, les comptages, la surveillance et l'application de châtiments corporels. Son arrivée a coïncidé avec l'intégration complète de Stutthof dans la machine d'extermination, déjà équipée d'un crématoire et d'une chambre à gaz, ainsi que d'un système de travail esclave organisé en ateliers et sous camps. Des témoignages ultérieurs s'accordent à dire que Barkman s'est distingué dès le début par sa sévérité. On la décrivait frappant les prisonnières lors des appels quotidiens, utilisant des bâtons, des fouets ou ses propres mains, même sans raison apparente. Elle participait également aux sélections de détenus jugés incapables de travailler, les envoyant à la chambre à gaz d'un geste ou d'un ordre bref. Parmi les victimes figuraient des femmes malades, âgées et des enfants. Lors des procès ultérieurs, il a été relaté un épisode où elle a frappé une prisonnière jusqu'à ce qu'elle perde connaissance parce qu'elle n'a pas réussi à rester droite lors d'un dénombrement. D'autres témoins se sont souvenus de l'avoir vue conduire des groupes de femmes et de mineurs vers le bâtiment où se trouvaient les installations d'extermination. Elle a également été attribuée la participation à des punitions collectives, obligeant les prisonniers à rester pendant des heures à l'extérieur, sans abri, sous sa supervision. Bien qu'elle n'occupait pas un rang élevé dans la hiérarchie féminine de la SS, sa réputation de cruauté s'est rapidement répandue. Elle n'était pas la leader principale ni ne détenait le rang d'Oberaufseherin, mais en tant qu'Aufseherin, elle a acquis une notoriété pour l'intensité de la violence qu'elle exerçait. Les témoignages soulignent qu'elle semblait se réjouir du pouvoir sur les prisonniers, souriant parfois en infligeant des punitions, un comportement qui la distinguait même dans un environnement où la brutalité était quotidienne. Son apparence physique, inhabituelle parmi le personnel féminin du camp, facilitait son identification. Les survivants se souvenaient d'elle avec clarté, ce qui a permis de la reconnaître après la guerre. Sa présence ne s'est pas limitée au camp principal. Elle a également été affectée à des sous-camps où elle a maintenu la même conduite, systématiquement associée à des abus et à la violence. Avec l'approche de l'armée rouge en 1945, il a participé aux évacuations forcées. Pendant les marches vers l'ouest, il a maintenu les mêmes comportements, frappant ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme. Dans ce contexte, la violence appliquée pendant des mois dans le camp s'est déplacée vers les déplacements massifs. Après la reddition allemande, elle a été identifiée par d'anciens prisonniers et capturée par les forces alliées. Son apparence, qui avait attiré l'attention pendant la guerre, a rendu difficile toute tentative de passer inaperçue. En avril 1946, elle a été jugée à Gdansk avec 16 autres accusés, dont 6 femmes. Dès le début, elle a attiré l'attention des observateurs et des journalistes par son comportement dans la salle. Elle se présentait chaque jour avec des vêtements soignés, des coiffures différentes et une expression sereine, comme si elle privilégiait son image au-dessus de la gravité des accusations. Les audiences ont inclus des dizaines de témoignages la désignant directement comme responsable de coups, de sélection et de meurtre. Les survivants l'identifiaient sans hésitation, relatant des épisodes concrets. La presse de l'époque a rapporté qu'elle souriait souvent pendant les séances, montrant de l'indifférence face au processus. Certains chroniqueurs ont même observé des attitudes de coquetterie envers les gardes chargés de sa garde. Le tribunal l'a accusée de crimes contre l'humanité avec le reste des accusés. La preuve a été considérée comme accablante et la condamnation s'est avérée inévitable. Le 31 mai 1946, elle a été condamnée à mort par pendaison. Lors de la lecture du verdict, elle a conservé la même sérénité qu'elle avait montrée pendant le procès. Elle n'a pas demandé de clémence ni manifesté de repentir. L'image finale qu'elle a transmise était celle d'une jeune fille qui continuait à se soucier de son apparence personnelle, même dans ses derniers jours. La trajectoire de Jenny Wanda Barkman
depuis ses origines à Hambourg jusqu'à sa capture et sa condamnation, illustre le profil des jeunes femmes intégrées à la structure des camps de concentration dans les dernières années de la guerre. Son cas est devenu un symbole en raison de la notoriété qu'il a atteinte parmi les survivants et du contraste entre son apparence physique et les atrocités documentées à son encontre. Le dénouement judiciaire a clos un chapitre à Stutthof, mais n'a pas mis fin au débat sur le rôle des femmes dans le système concentrationnaire nazi, une question qui continuerait à se développer dans les procès ultérieurs. Ewa Paradis, les jeux de glace et de feu. Elisabeth Becker avait à peine 22 ans lorsqu'elle a été exécutée le 4 juillet 1946. Parmi les 5 gardiennes condamnées, elle était la plus jeune, une circonstance qui a suscité des débats sur son cas pendant le procès. Sa vie, jusqu'à son arrivée à Stutthof, s'était déroulée à Neuteich, un village agricole proche de Danzig, où elle travaillait dans les champs. Les registres indiquent qu'il a terminé l'éducation élémentaire dans sa localité, et dès son jeune âge, il s'est consacré aux tâches agricoles. En 1936, à 13 ans, il s'est marié, ce qui était peu courant, mais pas impossible dans les zones rurales où les unions précoces étaient tolérées. Sa vie conjugale s'est déroulée dans la routine des travaux paysans jusqu'à l'éclatement de la guerre. En 1939, après l'invasion allemande de la Pologne, la région de Danzig a été incorporée au Reich. La propagande nationale-socialiste s'est immédiatement installée dans les institutions locales. En 1940, Becker a formellement adhéré au Parti national-socialiste et est passé par la Ligue des jeunes filles allemandes où l'on inculquait discipline, fidélité au Führer et disposition au service. Entre 1941 et 1944, il a travaillé dans l'agriculture à Neuteich, collaborant à des exploitations destinées à l'approvisionnement des forces armées. Pendant ces années, il n'a pas exercé de fonction dans l'appareil répressif. Son intégration au système de camp a été tardive et a répondu à la nécessité urgente de personnel dans la seconde moitié de la guerre. En septembre 1944, à 21 ans, elle a été recrutée comme Aufseherin et transférée à Stutthof. Le camp était saturé avec plus de 60 000 prisonniers dans des installations conçues pour moins. L'arrivée massive de femmes juives déportées depuis Auschwitz avait augmenté la pression sur l'administration. Son entraînement a consisté en quelques semaines d'instruction de base en surveillance, discipline et procédure de sélection. Une fois intégrée, elle a été affectée au secteur féminin du camp principal, le SK3, et occasionnellement au sous-camp de Bromberg-Ost. Sa fonction principale était de superviser les prisonnières dans les travaux forcés et de participer aux sélections. Les sélections constituaient une routine quotidienne dans le camp. Les prisonniers défilaient devant les sélectionneurs qui déterminaient rapidement leur sort. Ceux jugés aptes continuaient à travailler tandis que les autres étaient séparés pour une extermination immédiate. Des survivants ont raconté lors du procès que Becker participait à des sélections où les enfants, les femmes âgées et les malades étaient séparés. Sa participation consistait à indiquer par des gestes les rangs de prisonnières conduites vers les installations d'extermination. Les sélections avaient lieu lors des appels ou lorsque des groupes spécifiques de prisonniers étaient rassemblés. Une accusation importante contre elle était son implication dans les évacuations maritimes de prisonniers en 1945. Avec l'avancée de l'armée rouge, les autorités nazies ont organisé des évacuations massives par train, à pied ou en bateau. Une partie significative des évacués est morte pendant ces transferts. Un document présenté au procès a lié la signature de Becker à l'autorisation d'un transport maritime où des centaines de prisonniers ont été entassés dans des barges sans nourriture ni eau. Beaucoup périrent pendant la traversée. Un des cas mentionnés était un convoi vers la côte baltique en mai 1945. Une embarcation est arrivée à Klintholm Havn, au Danemark, transportant 370 personnes, dont seules 351 ont survécu dans des conditions d'extrême faiblesse. Un autre groupe a été transféré à Malmö, Suède, dans les derniers jours de la guerre. Les procureurs ont soutenu que Becker était intervenu dans des ordres de transfert qui ont entraîné des milliers de morts. On estime qu'environ 25 000 personnes sont mortes lors des évacuations de Stutthof et de ses sous-camps pendant l'hiver et le printemps de 1945. Bien que Becker n'occupait pas un rang de commandement suprême, sa participation administrative à certains transferts a été considérée comme une preuve de responsabilité criminelle.
Le 25 avril 1946 a commencé le premier procès de Stutthof à Gdańsk. Becker a été accusé avec 16 autres personnes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pendant les audiences, elle s'est présentée comme une jeune femme d'apparence fragile. Mais les témoins ont affirmé qu'elle avait rempli efficacement son rôle dans les sélections et les mauvais traitements. On ne lui attribuait pas des actes de sadisme extrême comme à d'autres gardiennes, mais elle participait activement à la machine d'extermination. Sa jeunesse et la perception que ses crimes avaient été moins nombreux n'ont pas modifié le verdict du tribunal. Le 31 mai 1946, le tribunal a prononcé une condamnation à mort par pendaison. En raison de sa jeunesse, Becker a présenté une demande de clémence au président de la République populaire de Pologne, Bolesław Bierut. La Cour a recommandé de commuer la peine de mort en 15 ans de prison, compte tenu de son âge et du fait que sa participation avait été secondaire. Cependant, Bierut a rejeté la demande. Sa décision reposait sur le fait que les crimes étaient d'une telle ampleur qu'aucune indulgence ne pouvait être accordée, quel que soit l'âge de l'accusé. Le refus a scellé le sort de Becker, qui est devenue la plus jeune des condamnés à mort du groupe. Elizabeth Becker, la gardienne la plus jeune, Elizabeth Becker avait à peine 22 ans lorsqu'elle a été exécutée le 4 juillet 1946. Parmi les 5 gardiennes condamnées, elle était la plus jeune, une circonstance qui a suscité des débats sur son cas pendant le procès. Sa vie, jusqu'à son arrivée à Stutthof, s'était déroulée à Neuteich, un village agricole proche de Danzig, où elle travaillait dans les champs. Les registres indiquent qu'il a terminé l'éducation élémentaire dans sa localité, et dès son jeune âge, il s'est consacré aux tâches agricoles. En 1936, à 13 ans, il s'est marié, ce qui était peu courant, mais pas impossible dans les zones rurales où les unions précoces étaient tolérées. Sa vie conjugale s'est déroulée dans la routine des travaux paysans jusqu'à l'éclatement de la guerre. En 1939, après l'invasion allemande de la Pologne, la région de Danzig a été incorporée au Reich. La propagande nationale-socialiste s'est immédiatement installée dans les institutions locales. En 1940, Becker a formellement adhéré au Parti national-socialiste et est passé par la Ligue des jeunes filles allemandes où l'on inculquait discipline, fidélité au Führer et disposition au service. Entre 1941 et 1944, il a travaillé dans l'agriculture à Neuteich, collaborant à des exploitations destinées à l'approvisionnement des forces armées. Pendant ces années, il n'a pas exercé de fonction dans l'appareil répressif. Son intégration au système de camp a été tardive et a répondu à la nécessité urgente de personnel dans la seconde moitié de la guerre. En septembre 1944, à 21 ans, elle a été recrutée comme Aufseherin et transférée à Stutthof. Le camp était saturé avec plus de 60 000 prisonniers dans des installations conçues pour moins. L'arrivée massive de femmes juives déportées depuis Auschwitz avait augmenté la pression sur l'administration. Son entraînement a consisté en quelques semaines d'instruction de base en surveillance, discipline et procédure de sélection. Une fois intégrée, elle a été affectée au secteur féminin du camp principal, le SK3, et occasionnellement au sous-camp de Bromberg-Ost. Sa fonction principale était de superviser les prisonnières dans les travaux forcés et de participer aux sélections. Les sélections constituaient une routine quotidienne dans le camp. Les prisonniers défilaient devant les sélectionneurs qui déterminaient rapidement leur sort. Ceux jugés aptes continuaient à travailler tandis que les autres étaient séparés pour une extermination immédiate. Des survivants ont raconté lors du procès que Becker participait à des sélections où les enfants, les femmes âgées et les malades étaient séparés. Sa participation consistait à indiquer par des gestes les rangs de prisonnières conduites vers les installations d'extermination. Les sélections avaient lieu lors des appels ou lorsque des groupes spécifiques de prisonniers étaient rassemblés. Une accusation importante contre elle était son implication dans les évacuations maritimes de prisonniers en 1945. Avec l'avancée de l'armée rouge, les autorités nazies ont organisé des évacuations massives par train, à pied ou en bateau. Une partie significative des évacués est morte pendant ces transferts. Un document présenté au procès a lié la signature de Becker à l'autorisation d'un transport maritime où des centaines de prisonniers ont été entassés dans des barges sans nourriture ni eau. Beaucoup périrent pendant la traversée.
Un des cas mentionnés était un convoi vers la côte baltique en mai 1945. Une embarcation est arrivée à Klintholm Havn, au Danemark, transportant 370 personnes, dont seules 351 ont survécu dans des conditions d'extrême faiblesse. Un autre groupe a été transféré à Malmö, Suède, dans les derniers jours de la guerre. Les procureurs ont soutenu que Becker était intervenu dans des ordres de transfert qui ont entraîné des milliers de morts. On estime qu'environ 25 000 personnes sont mortes lors des évacuations de Stutthof et de ses sous-camps pendant l'hiver et le printemps de 1945. Bien que Becker n'occupait pas un rang de commandement suprême, sa participation administrative à certains transferts a été considérée comme une preuve de responsabilité criminelle. Le 25 avril 1946 a commencé le premier procès de Stutthof à Gdansk. Becker a été accusé avec 16 autres personnes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pendant les audiences, elle s'est présentée comme une jeune femme d'apparence fragile. Mais les témoins ont affirmé qu'elle avait rempli efficacement son rôle dans les sélections et les mauvais traitements. On ne lui attribuait pas des actes de sadisme extrême comme à d'autres gardiennes, mais elle participait activement à la machine d'extermination. Sa jeunesse et la perception que ses crimes avaient été moins nombreux n'ont pas modifié le verdict du tribunal. Le 31 mai 1946, le tribunal a prononcé une condamnation à mort par pendaison. En raison de sa jeunesse, Becker a présenté une demande de clémence au président de la République populaire de Pologne, Bolesław Bierut. La Cour a recommandé de commuer la peine de mort en 15 ans de prison, compte tenu de son âge et du fait que sa participation avait été secondaire. Cependant, Bierut a rejeté la demande. Sa décision reposait sur le fait que les crimes étaient d'une telle ampleur qu'aucune indulgence ne pouvait être accordée, quel que soit l'âge de l'accusé. Le refus a scellé le sort de Becker, qui est devenue la plus jeune des condamnés à mort du groupe. Wanda Klaff, le fouet qui dictait la condamnation quotidienne. La phrase que Wanda Klaff prononça pendant son interrogatoire en 1946 fut enregistrée comme l'un des aveux les plus directs du premier procès de Stutthof. Elle affirma frapper au moins 2 prisonniers chaque jour. La déclaration, exprimée avec naturel, résumait la routine d'une gardienne qui fit de la punition physique une partie essentielle de son travail. Wanda Klaff était née à Danzig en 1922, au sein d'une famille ouvrière. Son père travaillait au chemin de fer et sa mère s'occupait du foyer. La famille n'appartenait pas à l'élite économique de la ville, mais ne vivait pas non plus dans des conditions de pauvreté extrême. Son enfance s'est déroulée dans un environnement marqué par la vie professionnelle urbaine de la classe ouvrière. Elle a fréquenté l'école primaire jusqu'à l'âge de 16 ans sans se distinguer dans ses études et en 1938, elle a commencé à travailler dans une usine de confiture. Elle y était restée jusqu'à 1942, lorsqu'elle est passée à la conduite de tramway dans la même ville. Cette même année, elle s'est mariée avec un homme du nom de Klaff, et pendant un certain temps, elle s'est consacrée aux tâches ménagères. La famille avait modifié son nom d'origine, Kalaczynski pour Kalen, afin d'éviter des confusions ethniques dans un contexte où la discrimination pouvait avoir des conséquences. L'invasion allemande de la Pologne en 1939 a changé la condition de Danzig, incorporée au Reich et soumise à un processus de germanisation. Pour de nombreux Allemands de la région, les nouvelles structures politiques offraient des opportunités d'ascension sociale. Les jeunes femmes étaient encouragées à participer à des organisations auxiliaires ou à intégrer le système concentrationnaire comme personnel de surveillance. En 1944, lorsque la pression militaire sur l'Allemagne était critique et que l'on nécessitait plus de personnel dans les camps, Klaff s'est portée volontaire pour servir comme gardienne. Elle a reçu une brève période d'instruction à Stutthof, axée sur la discipline, le contrôle des prisonniers et les procédures de sécurité de base. Sa première affectation a été dans le sous-camp de Praust, près de Danzig, où se concentrèrent des femmes destinées aux travaux forcés. En octobre de cette année-là, elle a été transférée au sous-camp de Rusochin, dans le nord de la Pologne. Les témoignages présentés au procès de Gdansk décrivaient son comportement dans ces lieux. Elle se distinguait par l'imposition de punitions constantes, en particulier lors des comptes. Sa méthode la plus caractéristique consistait à attendre les prisonnières à la sortie des baraquements et à les frapper avec un fouet en cuir au fur et à mesure qu'elles défilaient devant elle.
La procédure se répétait chaque jour, indépendamment de la conduite des détenus. Avec le temps, la routine des passages à tabac est devenue partie intégrante de la vie quotidienne. De nombreuses prisonnières tentaient de l'éviter en s'échappant par les fenêtres des baraquements, mais ces fuites improvisées entraînaient des chutes et des blessures graves. Le résultat était qu'après quelques semaines, la majorité des détenus présentaient des ecchymoses généralisées. Plusieurs témoins ont indiqué que Claff pouvait ordonner des décomptes supplémentaires lorsqu'il estimait que la discipline devait être renforcée. Parfois, 3 ou 4 formations par jour avaient lieu, chacune accompagnée de la même violence. L'affaiblissement progressif des prisonnières en conséquence des punitions menait à ce que beaucoup soient classés comme inaptes au travail. Cette catégorie signifiait leur transfert immédiat vers la chambre à gaz. Claff participait à ces sélections en désignant celles qui ne pouvaient plus répondre aux exigences physiques du travail. Elle intervenait également dans des processus plus larges où des groupes entiers étaient séparés pour extermination. Lorsque les évacuations massives ont commencé en janvier 1945, Claff a accompagné des groupes de prisonniers lors des marches vers l'ouest. Les survivants se souvenaient d'elle, frappant ceux qui ne pouvaient pas suivre le rythme. Le fouet est devenu le même instrument qu'elle utilisait dans le camp, appliqué maintenant sur des trajets couverts de neige et sous des températures extrêmes. De nombreux prisonniers sont morts pendant ces marches d'épuisement, de faim ou de froid, tandis que les gardes maintenaient à la pression par la violence. Au cours des premiers mois de 1945, Claff a abandonné la zone d'opération et est retournée à Danzig en essayant de se réintégrer dans la vie civile. Elle a été arrêtée en juin de cette même année grâce à la dénonciation d'anciens prisonniers qui l'ont reconnue. Pendant sa détention, elle a contracté le typhus, maladie qui avait été constante parmi les détenus de Stutthof. Après plusieurs semaines de souffrance, elle s'est rétablie et est restée en prison jusqu'au début du procès judiciaire. Le premier procès contre le personnel de Stutthof a commencé le 25 avril 1946. Claff était l'une des 6 gardiennes jugées aux côtés de 11 membres masculins du personnel du camp. Les charges incluaient des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, soutenus par des preuves de passage à tabac systématique et de sélection conduisant à l'extermination. Les déclarations des survivantes étaient cohérentes. Elles ont raconté comment l'utilisation du fouet lors des décomptes était devenue un rituel quotidien. Une témoin a affirmé qu'après quelques semaines, aucune prisonnière n'échappait au coup. Une autre a déclaré avoir vu Claff frapper à mort une détenue qui avait tenté de fuir la file. Pendant le procès, Claff a adopté une attitude distante, reconnaissant avoir frappé des prisonniers, mais le présentant comme un respect disciplinaire des ordres reçus. La propre affirmation d'avoir puni au moins 2 prisonniers chaque jour a consolidé l'image d'une gardienne qui avait normalisé la violence comme partie de ses fonctions. Le 31 mai 1946, le tribunal l'a déclarée coupable et l'a condamnée à mort par pendaison. Elle a reçu la sentence sans manifestation visible de repentir, ni supplication de clémence. Gerda Steinhoff, de mère jeune à bourreau, décorée. Une médaille pour loyauté et service au Troisième Reich a été remise à Gerda Steinhoff le 25 janvier 1945. La décoration est arrivée en reconnaissance de son efficacité en tant que gardienne en chef à Stutthof, où elle avait rapidement gravi les échelons jusqu'au rang d'Oberhofseherin. Quelques mois plus tard, cette même médaille serait présentée comme preuve contre elle lors du procès pour crime de guerre. Steinhoff était arrivée à Stutthof en 1944 comme une jeune mère de 22 ans. Elle avait travaillé pendant les premières années de guerre comme cuisinière et conductrice de tramway à Danzig, menant une vie ordinaire au sein de la classe ouvrière urbaine. Son mariage et la naissance d'un enfant en 1944 semblaient la destiner à la routine domestique typique des femmes de sa génération. Cependant, l'avancée de la guerre et la demande croissante de personnel dans le système concentrationnaire nazi ont offert aux jeunes femmes la possibilité d'un emploi avec autorité, uniforme et rémunération. Steinhoff s'est portée volontaire pour rejoindre la SS en tant qu'Aufseherin, laissant son jeune fils aux soins de membres de sa famille. Après une brève formation dans le système de Stutthof, elle a été affectée au camp principal. Son comportement a rapidement attiré l'attention de ses supérieurs en raison de sa sévérité et de sa discipline dans l'exécution des tâches assignées.
Les rapports de ses commandants ont souligné sa capacité à maintenir l'ordre dans les sections sous sa responsabilité et sa disposition à appliquer des punitions physiques lorsqu'elle le jugeait nécessaire. En quelques mois, elle a été promue Oberhofseherin, un rang équivalent à celui de gardienne supérieure, responsable de blocs entiers de prisonnières. Cette promotion rapide a fait d'elle l'une des figures féminines les plus importantes de l'administration du camp. Son autorité comprenait la supervision d'autres gardiennes de rang inférieur et la prise de décision concernant les punitions et les sélections. Les témoignages de survivants présentés après la guerre décrivent Steinhoff comme une gardienne d'une extrême dureté. Plusieurs prisonnières ont déclaré qu'elles participaient activement aux sélections pour la chambre à gaz, désignant par geste ou par mot les détenus jugés incapables de continuer à travailler. Les sélections se faisaient fréquemment, parfois quotidiennement, pour maintenir l'équilibre entre la population du camp et sa capacité opérationnelle. Steinhoff se tenait aux côtés d'autres sélectionneurs et examinait les prisonnières qui défilaient devant elle. Un seul regard suffisait pour déterminer le destin de chaque personne. Parmi celles qui étaient sélectionnées pour l'extermination se trouvaient des malades, des personnes âgées et des enfants. Une fois séparés du groupe principal, ils étaient transférés à la zone du crématoire ou directement à la chambre à gaz. Le processus était routinier et s'exécutait avec une efficacité administrative, sans temps pour des considérations individuelles. Des survivants ont également affirmé que Steinhoff frappait personnellement les prisonnières lors des décomptes quotidiens. Elle utilisait des fouets et des bâtons pour imposer l'obéissance, intervenant physiquement lorsqu'elle estimait que la discipline était insuffisante. Son apparence physique, décrite comme celle d'une jeune femme blonde et énergique, contrastait avec la brutalité de ses actions. Divers témoignages l'ont décrite supervisant personnellement les passages à tabac des prisonnières qui avaient commis des infractions mineures ou qui avaient simplement été choisies au hasard pour servir d'exemple. Ces séances se prolongeaient jusqu'à ce que les victimes deviennent inconscientes ou trop faibles pour continuer. Son rôle ne se limitait pas à la surveillance de routine. Elle était directement impliquée dans le processus systématique de sélection et d'élimination des prisonniers considérés comme improductifs. Sa participation à ces activités était vue par ses supérieurs comme une preuve de son engagement idéologique et de son efficacité professionnelle. En décembre 1944, Steinhoff a été affecté au sous-camp féminin de Bromberg-Ost, dépendant de Stutthof et situé à Bydgoszcz. Là, elle a exercé comme chef de bloc, maintenant la même conduite brutale qui avait caractérisé son travail dans le camp principal. Dans son nouveau poste, elle supervisait directement des centaines de prisonnières destinées aux travaux forcés dans les usines de la région. Son autorité incluait la décision des punitions, l'assignation des tâches de travail et la participation aux sélections pour déterminer qui continuait à travailler et qui était renvoyé au camp principal pour extermination. La décoration qu'il a reçue en janvier 1945 a été décernée au personnel du camp en reconnaissance de sa discipline et de sa loyauté envers le régime. Ce fait a été enregistré dans les archives administratives et a été présenté par la suite comme preuve de l'estime que lui portèrent ses supérieurs pour sa conduite professionnelle. La médaille confirmait que sa brutalité n'était ni accidentelle ni le résultat d'excès individuels, mais faisait partie d'une performance professionnelle considérée comme exemplaire par l'administration du camp. Son efficacité dans l'application de la violence et sa participation à l'extermination l'avaient rendue une employée estimée par le système. Lorsque commencèrent les évacuations massives de Stutthof en janvier 1945, Steinhoff accompagna des groupes de prisonniers dans les marches forcées vers l'ouest. Plusieurs témoignages ont affirmé qu'il frappait ceux qui traînaient et qu'il pressait les colonnes avec des menaces et de la violence physique. Les marches se déroulaient en plein hiver, avec des températures extrêmes et sans provisions adéquates. Les prisonniers devaient marcher pendant des heures sans repos, portant leurs maigres possessions. Ceux qui s'arrêtaient par épuisement recevaient des coups jusqu'à ce qu'ils se remettent ou étaient abandonnés en chemin. Le nombre de morts lors de ces évacuations a dépassé les 20 000 personnes. Les conditions climatiques, le manque de nourriture et d'eau, ajoutés à la violence de gardes comme Steinhoff, ont transformé les marches en processus d'extermination massive. La majorité de ceux qui ont commencé les marches n'ont pas atteint leur destination.
Après la reddition allemande, Steinhoff est retournée chez elle à Danzig avec l'intention de reprendre sa vie de famille. Son plan était de s'occuper de son fils et de disparaître parmi la population civile, évitant d'être identifié comme personnel de camp de concentration. Cependant, son séjour à la maison fut bref. Le 25 mai 1945, elle a été arrêtée par les autorités polonaises. Sa détention a été le résultat de dénonciations de survivants qui l'avaient reconnue. Elle a été envoyée en prison en attente de procès, où elle est restée pendant presque un an. Lors des premiers interrogatoires, elle a nié avoir commis des actes de cruauté, se décrivant comme une fonctionnaire administrative dont le travail se limitait à des tâches bureaucratiques. Cependant, les déclarations de survivants ont apporté de nombreux détails qui contredisaient complètement cette version. Le 25 avril 1946 a commencé le premier procès de Stutow à Gdansk. Steinhoff a comparu aux côtés de 16 autres accusés, dont 5 autres femmes. Pendant le procès, les témoins ont relaté des épisodes spécifiques de violence et sa participation directe à des sélections pour la chambre à gaz. L'accusé a écouté ces déclarations avec une attitude que les observateurs ont décrite comme moqueuse et irrespectueuse. Il a été rapporté qu'à plusieurs reprises, elle a souri ou fait des commentaires sarcastiques lors de la présentation de témoignages sur les tortures et les meurtres. Son comportement contrastait fortement avec la gravité des accusations. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait frappé des prisonniers, Steinhoff a répondu que son travail était purement bureaucratique et qu'elle n'avait eu aucun contact physique avec les détenus. Cette réponse a été reçue avec scepticisme, car plus de 200 témoins survivants l'ont identifié directement comme participant à des abus physiques et à des sélections pour l'extermination. La contradiction entre son déni et l'abondance de témoignages a consolidé l'accusation contre elle. La médaille qu'elle avait reçue pour son service a été présentée comme preuve que ses supérieurs appréciaient précisément les activités qu'elle niait avoir réalisées. Le 31 mai 1946, le tribunal l'a déclarée coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle a été condamnée à mort par pendaison. À la différence des autres accusés, qui imploraient la clémence ou montraient des signes de remords, Steinhoff a maintenu son attitude de mépris pendant la lecture de la sentence. Sa réaction face à la condamnation a été décrite comme provocante. Elle n'a pas demandé pardon ni montré de reconnaissance de la gravité de ses actes. Jusqu'à la fin, elle a maintenu qu'elle avait suivi des ordres et que son travail avait été administratif, malgré les preuves accablantes contre elle. Biskupia Górka, la colline de la dernière pendaison publique. Le 4 juillet 1946, environ 200 000 personnes se sont réunies sur la colline de Biskupia Górka, située à la périphérie de Gdansk, pour assister à l'exécution publique des 11 condamnés du premier procès de Stutow. Le choix de cet endroit répondait à la nécessité de disposer d'un espace vaste, facilement accessible et suffisamment visible pour la foule attendue. En cette occasion, parmi les exécutés, se trouvaient 6 hommes, dont Johann Pauls, commandant des gardes du camp, et 5 femmes qui avaient servi comme gardiennes, Jenny Wanda Barkman, Ewa Paradise, Elisabeth Becker, Wanda Klaff et Gerda Steinhoff. La préparation de la scène a commencé quelques jours auparavant sous la supervision du ministère de la Justice et de la milice polonaise. 11 potences ont été érigées en rangées, chacune composée d'un poteau vertical et d'une traverse, avec des cordes en fibres végétales torsadées réalisées par des prisonniers de la prison de Gdansk selon des mesures précises de résistance. La structure centrale a été conçue avec une plus grande hauteur pour permettre l'exécution simultanée de jusqu'à 3 condamnés. L'ensemble a été disposé de manière à ce que les spectateurs puissent observer depuis n'importe quel point de la colline. La presse locale annonça la date et l'heure de l'exécution avec 3 jours d'avance. Les usines accordèrent des permissions aux travailleurs et des transports collectifs furent organisés pour déplacer ceux qui souhaitaient assister. Dès les premières heures de l'après-midi, des groupes de familles, de vétérans de guerre, d'anciens prisonniers et de voisins de la région commencèrent à occuper les environs. Beaucoup grimpèrent aux arbres ou sur les toits des maisons voisines pour obtenir une meilleure vue, tandis que des vendeurs improvisés offraient nourriture et boissons à la foule croissante.
Les autorités mirent en place des cordons de sécurité formés par des policiers et des soldats pour éviter des désordres, bien qu'il y a eu la possibilité que le public tente d'intervenir de son propre chef contre les condamnés. Lorsque l'horloge approchait de 5 heures de l'après-midi, 11 camions militaires ouverts sont arrivés depuis la prison de Gdansk. Chaque véhicule transportait un condamné avec les mains et les pieds attachés avec des cordes. Les véhicules ont été placés sous les potences, de manière à ce que chaque prisonnier se trouve directement sous le nœud préparé. La procédure a été organisée pour assurer la visibilité maximale et pour que l'exécution se déroule de manière ordonnée. Anciens prisonniers de Stutthof, encore vêtus d'uniformes rayés, sont montés dans les camions pour ajuster les cordes au cou des condamnés. Leur participation avait un caractère symbolique et a été approuvée par les autorités polonaises dans le cadre du processus de justice. Les conducteurs des camions ont reçu des instructions claires. À l'ordre donné, ils avanceraient lentement, laissant les prisonniers suspendus en l'air. La méthode de la courte chute a été utilisée, ce qui ne produisait pas de fracture cervicale immédiate, mais entraînait une mort par strangulation progressive, prolongeant l'agonie pendant plusieurs minutes. Le premier à être exécuté fut Johann Pauls. Avant que le camion n'avance, il a crié « Heil Hitler !». La foule a répondu par des insultes et des huées. Le véhicule s'est retiré et le corps est resté suspendu, se balançant quelques instants avant de devenir immobile. Après lui, les 5 gardiennes ont été conduites à l'échafaud de manière successive. Jenny Wenda Bachmann fut la première d'entre elles. Elle portait une robe simple et monta dans le camion sans résistance visible. Selon les chroniques de l'époque, elle conserva une expression sereine jusqu'au moment final. Lorsque le véhicule s'éloigna, elle perdit une chaussure dans la chute et son corps se balança devant un bref silence, immédiatement interrompu par les cris du public. Ewa Paradis fut la suivante. Elle résista pendant les préparatifs, se débattant avec les gardes qui tentaient de l'attacher. Finalement, la corde fut placée autour de son cou, et lorsque le camion avança, son corps s'agita violemment pendant plusieurs secondes avant de rester suspendu. La troisième était Elisabeth Becker, âgée de seulement 22 ans, la plus jeune des condamnés. Elle monta dans le camion avec résignation et ne montra aucune protestation. Lorsque son corps fut pendu, la foule commença à chanter des phrases rappelant les victimes du camp et mentionnant des enfants et des maris morts pendant la guerre. Wanda Klaff monta silencieusement. La corde a été ajustée et le camion a avancé. Son corps oscilla sous la potence, tandis que parmi les spectateurs se répétait sa propre phrase prononcée lors du procès sur les coups quotidiens, devenu slogan au milieu de l'exécution. Gerda Steinhoff était la dernière des gardiennes. Elle a gardé jusqu'à la fin une attitude défiante et des gestes que les observateurs ont interprétés comme du mépris envers la foule. Lorsque son corps est resté suspendu, les réactions du public se sont intensifiées avec des applaudissements et des cris. Après elle, les autres hommes ont été exécutés un par un suivant la même procédure. En quelques minutes, 11 corps pendaient en file, visibles de toute la colline. Le public observait chaque mouvement avec attention et le temps nécessaire pour que la mort se produise a prolongé l'attente pendant plus d'1 heure. Une fois la mort des condamnés confirmée, les barrières de sécurité ont été franchies par la foule, qui s'est précipitée vers les potences. Les corps ont été frappés et pillés. Des boutons ont été arrachés aux vêtements, des morceaux de tissu et des bouts de corde ont été coupés pour que les participants les gardent en souvenir. Certains cadavres ont reçu des coups de pied même après la mort, avec une cruauté particulière envers les corps des gardiennes, en particulier celui de Gerda Steinhoff. La police et les troupes sont intervenues en tirant en l'air pour disperser la foule. Après rétablissement du contrôle, les corps ont été retirés et chargés dans des camions militaires. Ils ont ensuite été transférés à l'Académie de médecine de Gdansk, où ils ont été utilisés pour les cours de pratique anatomique des étudiants. Les restes ont été utilisés pendant des mois et finalement éliminés comme déchets biologiques, sans que des tombes ni monuments ne soient conservés. L'exécution à Biskupia Gorka a été documentée avec des photographies, des rapports du ministère de la Justice et des récits de presse. L'acte est devenu l'une des dernières pendaisons publiques effectuées en Pologne. Le 21 juillet 1946, à Poznań, a eu lieu la dernière exécution publique du pays contre d'autres criminels de guerre.
Les images de la colline et des 11 condamnés pendus ont circulé tant dans les publications locales que dans les médias étrangers, étant enregistrées dans les archives judiciaires et journalistiques de l'époque.